Bonjour à tous, alors ceci est un petit avant-propos, puisque cet épisode a été enregistré il y a quelques semaines maintenant. Il a été enregistré avant le confinement, alors bien évidemment, il y a des choses qui ne sont plus valables dans ce qui va être dit dans cette émission. En effet, ça va parler d'un festival national, d'une fête, la fête du court-métrage, qui devait se dérouler dans les salles de cinéma. Malheureusement, et vous vous en doutez bien, aujourd'hui ce n'est plus possible, et pourtant, que la montagne est belle, certes, mais surtout, la fête continue. La fête va se dérouler du 25 mars au 31, comme il était prévu, mais depuis votre canapé, donc c'est limite encore mieux. En effet, vous allez pouvoir là, tout de suite maintenant, il y a un formulaire dans la description de cet épisode, et sinon vous allez sur les réseaux sociaux de la fête du court-métrage, vous allez pouvoir vous inscrire, et pourquoi faire? Eh ben pour regarder les programmes de la fête du court-métrage depuis votre canapé. Il y a plein de choses, ça va des courts-métrages d'animation pour les plus jeunes à des films de genre qui va être, spoiler, le thème de cet épisode. Il y a énormément de contenu, énormément. Donc si vous vous ennuyez, parce qu'on est tous un peu cloîtrés chez nous, si vous vous ennuyez, ça peut être l'occasion de regarder plein de petits courts-métrages et découvrir un peu ce qui va être l'avenir de notre cinéma français, découvrir des auteurs, découvrir des acteurs, des genres, des tons, des styles. Voilà, donc je vous invite tout de suite à aller vous inscrire. C'est gratuit, hein. Il y a un formulaire à remplir, on va vous recontacter, enfin quand je dis on, c'est pas moi, c'est la fête du court-métrage, qui va vous recontacter et vous va mettre à votre disposition les différents courts-métrages de cette célébration. Ce serait aussi l'occasion de regarder les courts-métrages dont on parle dans cet épisode. Donc pour vous le dire, nous avons regardé le programme 13 qui s'appelle Même pas peur. Donc si vous regardez ces courts-métrages-là, l'épisode va être encore plus clair et plus intéressant puisqu'on a eu l'occasion de discuter avec certains des réalisateurs afin de comprendre la genèse de certains de ces projets. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon courage. On est tous dans la même galère, mais on va finir par arriver à bon port, j'en suis certain. Allez, je vous laisse. Il y a quelque temps, nous avions une forme de running gag pas très drôle au sein de cette émission, qui était de dire à chaque début d'épisode « Aujourd'hui, c'est un épisode spécial ». Eh bien, chose assez rare, mais aujourd'hui, c'est réellement un épisode spécial. En effet, nous avons été commandés par la fête du court-métrage de parler de cet événement qui aura lieu du 25 au 31 mars 2020 partout en France. Si tout se passe bien. Et à l'international, si tout se passe bien. Et ben voilà, c'est l'épisode qui va parler de ça en fait, parce que c'est très compliqué pour nous d'être professionnels sur la durée. Bienvenue dans Éteindre la lumière, épisode 74, un épisode spécial. 75. Non, 75. Bienvenue dans Éteindre la lumière, l'épisode 75, un épisode spécial puisqu'il s'agit d'un épisode sur la fête du court-métrage. Alors bienvenue dans cet épisode spécial d'Éteindre la lumière. On va un peu vous raconter très brièvement, non pas les coulisses, mais vous expliquer ce dont on va parler, comment ça s'est passé, ce genre de choses. Il faut savoir que la fête du court-métrage propose plus de 30 programmations à travers toute la France et diffusées de différentes manières. Et on nous a laissé complètement le choix de choisir le programme de notre choix afin de vous en parler au sein de cette émission. Un choix qui s'est fait assez naturellement, puisqu'il y a forcément quelque chose qui nous a parlé à tous les trois. Alors fort heureusement, hein, sinon il aurait fallu en abattre un
afin de satisfaire des personnes au sein de l'émission. Et connaissant mes deux chers alliés, que je n'ai toujours pas présentés. Hein. Vous les entendez ricaner en fond, mais je ne les ai toujours pas présentés. J'en profite. Donc, nous sommes d'accord que s'il avait fallu se mettre d'accord pour en abattre un, on sait déjà lequel des trois ne serait plus en vie à ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Aurélie et Joël? Maintenant, je vous ai présenté, vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Moi, je pense que tu veux pas connaître la réponse. Non, mais on est d'accord, vous m'auriez buté, on peut le dire. Hein. Putain, j'en étais où avec ces conneries? Ouais, c'est bon. Nous sommes donc tous les trois mis d'accord afin de sélectionner le programme du nom de Même pas peur, qui est un programme de cinéma de genre, dans différents styles différents, 5 courts-métrages de différents styles différents, qu'on va pouvoir aborder tous ensemble. Mais avant ça, je crois... Ah, attendez, j'ai une petite alerte. Je crois que nous sommes en duplex avec l'équipe d'Éteindre la lumière et potentiellement un invité qui, je pense, est le parrain de l'événement. Alors, on s'écoute ça tout de suite. On avait annoncé une émission spéciale en début d'émission, et on va vous le prouver. Hein, ça fait un moment que vous nous réclamiez des invités, et on a un invité aujourd'hui exceptionnel. Je pense qu'on peut l'applaudir même. Oui, d'ailleurs, bravo. Puisque nous sommes en présence Je vais m'applaudir. Là. Oui, s'il vous plaît. de Félix Moati, qui n'est autre que le parrain de cette édition de la fête du court-métrage. Oui. Ça y est, je suis vieux. Si on me demande d'être parrain, c'est que vraiment, putain, j'ai roulé ma bosse. Il y a du bagou de cinéma, c'est clair. Ouais. Du bagage. Alors on a été agréablement surpris d'être contacté pour venir discuter avec toi. Et je vais pas te mentir, on va te tutoyer, on va commencer tout de suite. Ah, bien sûr, on a le même âge. Je vais pas te mentir, quand on m'a dit on va interviewer le parrain de la fête du court-métrage, pardon, je me suis dit ok, super. Et après, dans ma tête, je me suis dit, en fait, ça sert à quoi un parrain de fête du court-métrage? Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Très bien, voilà, C'était c'était... Éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Non, bah, enfin, c'est juste que les courts-métrages sont par définition des formats qui sont pas très mis en avant, et c'est génial qu'en France on ait ça, quoi, un festival qui puisse mettre en avant par définition des jeunes auteurs qui vont devenir les auteurs de demain si tout se passe bien. Et donc il demande à moi, en l'occurrence, donc je fais l'acteur, mais j'ai aussi réalisé moi-même un court-métrage il y a quelques années, puis un long-métrage. Donc moi, ça m'intéresse particulièrement de voir ce qui est en germe dans un format court et ce qu'on va retrouver ensuite dans un format long, quoi. Donc il y a cet appétit pour le court-métrage naturellement, parce que on a un petit peu stalké en amont. On a aussi vu que tu as été déjà membre de jury de festival de court-métrage. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas continuer à suivre tout au long de ta carrière? Bah ouais, franchement, je trouve ça assez passionnant, c'est émouvant en fait. Moi, quand je vois l'un des premiers courts-métrages de Scorsese, par exemple, le type The Big Shave, là, ouais, où il se rase et en fait il se flagelle, quoi, il se détruit, il se coupe et tout ça. Je trouve qu'on a déjà toute cette masculinité blessée qu'on retrouve après dans tous ces autres films et tout. Donc c'est un truc, moi j'aime bien voir les ponts en fait. À quel moment un réalisateur devient lui-même en fait. Voilà. Et donc ça se voit en quelques minutes dans ses premiers films, puis en 1h30, et je trouve ça émouvant, ouais, de voir comment ça dialogue, c'est toutes les œuvres d'un même gars, quoi, ou d'une même réalisatrice. Justement, tu nous parlais du fait que tu avais réalisé un court-métrage qui est devenu ensuite par la suite un long-métrage, puisque c'en est la suite directe. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir déjà trouvé ton ton ? Puisque justement tu compares à Scorsese où on voit déjà des pistes de ce que ça va donner par la suite. Est-ce que tu... Trouver mon ton, je pense que j'ai toute ma vie de réalisateur pour le peaufiner, le préciser surtout. Je pense qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui ne fait que préciser ce qu'il a envie de raconter. Un premier film, c'est comme une première expression, quoi. Donc j'ai pas encore précisé mon ton, ce serait très présomptueux de dire ça. J'ai encore beaucoup de chemin, quoi. Mais après, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, c'est-à-dire plutôt une forme de cruauté dans les dialogues, de l'humour. C'est très important que ce soit drôle, et des situations vraiment de... J'aime bien les personnages, voilà, des chevaliers dans le désert, quoi, des gens qui ont des mégalomanies du pauvre, quoi, des mégalomanies vraiment nulles. Voilà. Et du coup, puisque tu as goûté à la réalisation et du court-métrage et du long-métrage, quelle est la différence? Comment toi tu te positionnes? C'est la manière d'emmener l'équipe, puisqu'un court-métrage les gens sont rarement payés, donc il
il faut leur donner l'envie, quoi, l'envie et le désir, quoi, de faire la chose ensemble, et ça rend l'entreprise encore plus collective. Moi, ça m'a beaucoup plu de réaliser mon court-métrage. J'étais qu'avec des gens on avait le même âge tous, on avait faim, quoi, en fait, on avait faim. Et pour le long-métrage, bon, il faut garder cette énergie intacte. C'est pas parce que ça devient plus sérieux qu'il faut se reposer. De toute façon, c'est un sport d'athlète, de réaliser un film. C'est un train dans la nuit, comme le disait Truffaut. Et en fait, tu sais pas où tu vas et tu fais croire aux gens que tu as les réponses, quoi. Tu fais que mentir, en fait. Tu fais que mentir. Et sauf qu'un court-métrage, tu dois mentir sans rémunération. Donc voilà. Sympa. Sans rémunération et avec cet espoir que ça amène quelque chose d'autre par la suite. Ouais, moi je pensais pas à ça, j'avais envie de raconter cette histoire, il se trouve qu'elle se prêtait sur un format court, mais je me disais pas qu'ensuite, que le film a été chanceux, il est allé en compétition officielle à Cannes, nommé au César, il est allé dans plein de festivals dans le monde, il a eu une vie en fait, il a été vu, et ça il y a quelque chose de satisfaisant, même si moi je crois pas trop à la notion de récompense en art et au festival, je comprends pas ce que ça veut dire en fait, mais voilà, ça faisait plaisir, quoi. Ouais, au moins une grande visibilité. Ouais. Je suis content parce que ça répond déjà un peu à une question que je voulais poser, justement, moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu à l'heure actuelle, c'est que j'ai l'impression que le court-métrage est désormais une étape plus qu'un format. Et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que... Moi, j'espère refaire des courts-métrages plus tard, tu vois. Ouais. Je me dis, là, bon, j'ai réalisé un long-métrage. Le prochain film que je vais réaliser, c'est un long-métrage aussi. Mais j'espère un jour refaire des courts-métrages. Mais il faut juste que l'histoire se prête à 15 minutes. C'est très difficile de condenser un récit. Et j'aimerais pouvoir passer au court-métrage un moment, faire des essais, essayer des choses, puisque j'espère garder mon ton, mais tenter des formes. Et le court-métrage peut être un laboratoire d'expérience, en fait. C'est vrai qu'il y a un espace de liberté qu'on n'a peut-être pas forcément dans un long métrage, parce que le long métrage, il y a cette idée qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Rentabilité, c'est normal, il y a des gens qui investissent, ils attendent des retours, c'est normal. Et pour rester autour du court-métrage, puisque c'est quand même la fête du court, est-ce que tu peux nous parler du processus de création d'après Suzanne ? Comment passer au court en tant que comédien ? C'est très simple, on s'est fait recaler de toutes les commissions traditionnelles, on a eu pas Canal, pas France Télévisions, pas OCS, aucun argent, rien, l'avance sur recette, rien. Et donc on l'a fait vraiment comme des pirates, quoi. J'ai escroqué ma grand-mère, je lui ai volé 2000 balles. J'ai fait un Ulule. D'accord. J'ai escroqué donc des inconnus. et ensuite, bah voilà, le film s'est fait, quoi. On l'a fait avec 6000, 7000 euros. D'accord. Et les acteurs m'ont suivi sans être payés, les techniciens m'ont suivi sans être payés. Et c'était très joyeux, on a passé 4 jours dans Paris avec des très bons techniciens, ça c'était ma chance. Le fait d'être acteur me fait connaître des techniciens en amont, donc j'ai cette chance-là. Et donc je suis allé chercher des gens que j'aimais bien et qui m'ont dit bien sûr on y va, pas payé, on s'en fout, on y va. Et on a fait ce film ensemble. Et c'était trop bien, je me souviens, c'était une période en plus que j'adorais dans ma vie, je venais d'avoir 25 ans. Et je trouve que c'est un âge où on commence à vivre en fait, quelque part. J'ai bien aimé, je sais pas si vous avez aimé cet âge-là, mais... Ah si, ouais, c'était trop bien. Moi j'ai détesté avoir 20 ans par exemple, mais 25 ans j'étais content, quoi. Ouais. Donc j'y suis allé vraiment avec l'énergie, quoi, avec le vas-y on y va, de toute façon, qui s'en fout. Voilà. Et c'est passé assez naturellement du rôle de comédien au rôle de... Ouais, je vois pas la différence, moi. Moi, c'est le même métier, en fait, tu vois. Tu racontes une histoire qui, si elle te plaît, est plus forte que toi, donc tu te mets à son service. Moi, c'est le même métier. Pour toi, c'est pareil. Ouais. Et de t'écrire des rôles aussi, peut-être ? Oh, ça viendra. Ouais. Là, j'avais pas du tout envie de me filmer, mais dans le prochain, je vais jouer, je pense. C'était pas du tout une envie de se filmer, ou il y avait aussi cette peur de mélanger les deux rôles et de pas savoir de tout faire à moitié parce qu'on n'a pas le temps de faire les deux. Je pense que j'avais vraiment envie de m'inventer en tant que réalisateur et donc de m'effacer derrière mon film. C'est-à-dire que je n'apparaisse pas à l'écran. Oui. Ça aurait été, je pense, une erreur. Ça aurait été une erreur, et puis après, l'absence vraiment de désir de me filmer, quoi. Il y a un truc. Et puis si un jour j'ai un rôle qui correspond à moi, bah, je me le filerai. Mais là, c'était pas le cas. C'est étonnant parce que je trouve, alors on sera peut-être coupé parce qu'on n'est plus trop dans le sujet, mais je trouve que dans Deux Fils, il y a quelque chose de vous dans Vincent Lacoste. Mais il y a quelque chose de moi plus dans le petit le petit frère. Je ressemble plus au personnage d'Ivan qu'au personnage de Joachim joué par Vincent. Après, c'est normal, mais Vincent a chopé des trucs de moi
qu'il a injecté dans Joachim, sa manière de marcher, sa rapidité quand il parle, ses angoisses. Voilà, on est très amis, donc il m'a pris, il a pris ce qu'il connaissait de moi, quoi. C'est normal. Ouais. Alors que c'était vraiment Yvan auquel je m'identifiais le plus. Moi. Ok. Puisque tu as participé à beaucoup de festivals autour du court-métrage, est-ce que tu aurais quelques titres de cours qui t'ont profondément marqué? Ça peut... Non, mais ça peut être du Scorsese. Tout à l'heure, The Big Shave, par exemple. Il y avait eu Don't Day Stack in Basinger d'Edouard Deluc, qui est quand même un super court-métrage. L'enfance d'un chef d'Antoine de Barry, qui vient de sortir Mes jours de gloire, là, un très beau film. Il y a eu... Moi, j'ai adoré Pauline Asservie de Charline Bourgeois-Taquet avec Anaïs de Moustier. C'est génial. J'avais bien aimé... J'ai plus le titre, mais d'une nana de la Fémis qui avait fait un court-métrage qui se passait dans un cinéma et que j'ai trouvé génial, je crois, avec Finnegan Oldfield qui jouait dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, quoi. Il y a quelques courts-métrages. Déjà, c'est bien. Ça donne des pistes. Oui, ça peut donner des pistes aux auditeurs. On essayera de les retrouver, peut-être les proposer. J'ai vu un court-métrage. Alors, j'ai vu un court-métrage de la fille de Roman Polanski, figurez-vous, qui s'appelle Morgane Polanski, qu'elle vient de faire et qui est vraiment splendide. D'accord. Splendide. Et qui est vraiment très très beau sur la féminité, justement. Et qui, j'espère, saura être vu pour ce qu'il est. On va revenir à la fête du court-métrage, justement, et je me demandais quelles sont tes attentes par rapport à la sélection ou par rapport à... Qu'est-ce que tu aimerais voir, justement? Moi, j'aimerais bien reconnaître. En fait, moi, ce que je demande à un court-métrage, c'est que le réalisateur me parle un peu de lui-même, quoi. De sentir qu'il y a quelque chose de personnel et de sentir qu'il joue pas au Lego. Qu'il se dit pas, vas-y, je fais ce film et après basta, quoi. Tu vois, je m'inscris dans une école de mode. Non. Ou je reprends ma carrière de tennisman. Voilà. Ou le mec s'en plaint de en tout cas, ne fais pas de film, quoi. Et donc, j'aimerais bien sentir qu'il va faire un deuxième film, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Sentir que le type a du désir. Voilà. Enfin, que je masculinise, mais que la personne qui réalise a envie d'en faire un deuxième, puis un troisième, puis va faire de ça sa vie, en fait. Voilà. C'est ça que je demande à un court-métrage, en fait. Donc pas d'attente d'un point de vue de la forme en soi, enfin d'une recherche esthétique ou une recherche moi, j'aime bien la simplicité. Je trouve que il y a peut-être un péché quand on commence de vouloir être très démonstratif et très sérieux, en fait, parce qu'on a envie tous d'être pris au sérieux quand on commence. C'est normal, comme quand on est jeune, quoi. On a envie d'être pris au sérieux parce qu'on a envie d'être entendu. Moi, j'aime bien les gens qui osent d'emblée une forme d'humour, une forme de simplicité. Voilà. D'accord. Donc pas, par exemple, ne pas vouloir recracher à tout prix ce qu'on a appris en école de cinéma. Voilà, pas d'esprit de sérieux, surtout pas. Ce qui est l'erreur qu'on t'apprend en école de cinéma. Oui, bien sûr. Pas d'esprit de sérieux, quoi, en fait. Le grand problème de notre époque, et donc ça se voit dans les films, c'est l'esprit de sérieux, quoi. Un grand problème. Et pour aussi un petit peu faire le lien avec... Parce que nous, on a vu un programme court, dont on va rien te dire parce que c'était pas du jeu. Mais nous, on a choisi un programme de genre, parce que on est tous les trois fans de cinéma de genre. Et du coup, quel est ton rapport au cinéma de genre? Est-ce que tu as joué dedans, d'ailleurs? Ouais. mais moi, j'adore le cinéma de genre. Moi, je trouve ça... avec ma nana, on adore en regarder. Elle fait de la déco, donc en plus, ça l'intéresse particulièrement, quoi. Ouais. Mais... moi, j'adore ça, ouais. Franchement, et hier, j'ai regardé un film qui était assez intriguant, qui s'appelle The Cured. Ah non. En Irlande, des zombies qui sont guéris, traités, qui reviennent à la vie civile, qui sont réintégrés dans la vie civile, mais qui ont le souvenir de leurs atrocités quand ils étaient zombies. Ah oui, donc c'est une sorte de métaphore de la guerre civile en Irlande. Et c'est assez, je trouve le sujet assez génial, quoi. L'idée du zombie qui a une mémoire, enfin du type guéri qui a une mémoire. Je trouve ça sur les atrocités qu'il a commises. Donc il y en a un qui a mangé sa mère, par exemple, et qui s'en souvient. Et les images tournent en boucle dans sa tête. C'est récent? J'ai pas du tout. Je crois que c'est sorti en 2017, un truc comme ça. Ça j'aime rien du tout, alors que la thématique est vraiment... c'est le cinéma le plus politique, en fait. Et c'est un cinéma qui a la classe, je veux dire, d'être très divertissant. Tu vois, tu joues avec le spectateur constamment. Moi, j'aimerais bien faire un jour un faux film de genre, tu vois. J'aime bien ça. J'aime bien les films de zombies, en fait. J'aime bien le zombie mélancolique. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle, je crois, Année Zéro ou Ground Zero ou un truc. Je sais plus. Mais qui est un livre publié chez Gallimard et où c'est vraiment c'est du zombie mélancolique, quoi. C'est du zombie qui pense à sa réflexion et tout. C'est marrant. Il n'y avait pas un film là-dessus aussi?
un zombie amoureux, une histoire d'amour avec Ah entre oui, un mais c'était une zombie- comédie romantique, c'était Ouais. Warm Body. Ah oui, c'est ça. C'était pas la même ambiance. Oui, excusez-moi, pardon. Non, mais Du coup, je Moi, j'aime bien les déjà. films de genre. Et puis quand tu vois It Follows, par exemple, c'est tellement terrifiant. Ça race. Ça m'a hanté, moi. Enfin, j'ai fait des rêves de Et fou. d'une simplicité Et tellement- bah ouais. incroyable. C'est Ouais. Juste très peu d'artifice. Et... Très peu d'artifice. Après, un vrai talent de mise en scène, Complètement. d'atmosphère. Mais ça, je trouve ça terrifiant. Voilà. Mais ouais, j'aime bien les films de genre. Mais tu vois, même quand Scorsese il fait Shutter Island et tout, t'as bien les pétoches quand même. hein. C'est complètement pas ça. bien, hein. Mais moi, je dis, il faut y aller. On en discutait justement tout à l'heure. Moi, j'ai fait un film de science-fiction là, il en tant faut- qu'acteur. Ah. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus essayer de proposer Bien sûr. ce type de cinéma qui, comme on l'a dit, en plus, est très politique et on peut dire Bien plein de sûr. choses à Bah, bien travers, sûr. Complètement. à travers cette Et, forme-là. et ça peut vraiment marcher. Enfin, ça se voit si comment dire, les œuvres américaines qui nous touchent aujourd'hui en France marchent autant, c'est qu'il y a du public pour Bah ça. ouais. Donc, Et moi, je suis pas contre Vincent Lacoste en zombie mélancolique. ouais, Bah, il a pas besoin d'être zombie pour Pour être- pour avoir l'air d'un zombie. C'est ça qui est bien. Et est-ce qu'on peut pas trop savoir sur le film de science-fiction là, c'est- Ah non, on a rien j'avoue, à voir. comme là, c'est Parce que vraiment le les teasing de prémices. fou. Mais ouais, c'est cool, c'est un truc de robot. C'est tout ce D'accord. que je peux vous dire. Un truc de robot et de suspicion. Et c'est français donc. Ouais. Cool. Ouais, ça va être cool. Grosse prod ou un petit truc Non, vois ça, la bah, pêche tu sais, aux comme en France, on n'a pas encore trop la culture de ces films-là, donc Mhm. ça reste des films non pas confidentiels, mais qu'on va fabriquer avec, je pense pas non plus des millions et des millions, quoi. Donc un peu plus de l'ordre d'un Ex Machina, par exemple. Et que j'ai pas vu. Mais Où on est vraiment dans une villa avec 3 acteurs principaux et c'est à peu près tout. il y a beaucoup de alors courses que- poursuites, il y a un truc un peu The Agency. D'accord, donc il y a quoi, quand même avec quelque D'accord. chose, il y a Ah quand même, ouais. c'est quand même de l'ordre de- Ouais, c'est de l'action. du grand spectacle. un peu, ouais, il y a un ouais. truc trépidant, Ok. ça court un peu Ok. partout. Très bien. J'aime bien ça dans ta carrière, que tu nous offres des choses assez intimistes, de la comédie romantique. Bah, comme beaucoup, moi je t'ai découvert dans LOL. Ah oui, ouais. j'avoue. Et je connais Émile Berthera d'ailleurs. Ah. Ouais, c'est un copain. Mais, et du Big coup, up Emile. Ouais, exactement. Et du coup, que tu passes de la comédie romantique au drame intimiste à la comédie gaucho un peu sympa. Ouais. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un truc dans ta carrière que j'aime beaucoup. Ah bah c'est gentil, merci. Bah, je t'en prie. C'est C'est peut-être- pas calculé, hein, mais Mais c'est peut-être une des chances qu'on a aussi en France de pas trop étiqueter nos comédiens. rigoles. Bah, au contraire, Tu j'allais rigoles dire. bien Alors plus non, mais je qu'ailleurs. parle. Ah mais moi je parle plutôt dans la nouvelle génération. Alors oui, quand on est Christian Clavier, on va faire des films à la Christian Clavier. non, nous Mais je les trouve jeunes que- acteurs, c'est normal, hein, on nous définit par nos premiers choix. C'est vrai. Justement, Ah ouais, j'allais je te dire. jure. Vous Non, avez non. le sentiment d'un changement. Non, pas du tout. Bah, c'est un Ok, sentiment. ben, c'est Mais- juste une- c'est mais- une erreur. C'est une erreur, tu te trompes. Mais non, Ce non, sera pas la je première quitte ce fois. podcast. voilà, pas la s'il te dernière. plaît, allez, casse-toi. Tu es remplacé. Non, mais blague à part, non, franchement, je te jure, on nous définit, mais c'est normal. On est des jeunes acteurs, donc on nous définit, on a une idée, les gens ont une idée de nous, qui est généralement assez éloignée de ce qu'on est en plus. Hein. Et donc, on se dit, ah bah tiens, pour jouer l'amoureux transi, on va prendre lui. Tiens, pour jouer le tourmenté, on va prendre lui. Tiens, pour jouer le mec plus terrien, on va prendre lui. Mais tout ça, c'est normal, c'est de la paresse, tu vois, on définit les gens. Puis voilà. Donc j'imagine qu'il y a cette crainte de se retrouver étiqueté avec quelque chose qui nous correspond pas du tout. Ouais, mais après, on devient toujours qui on est, tu vois. Oui. On se balade, et puis après, ceux qui veulent regarder, regardent, et t'offrent des choses différentes. Tu vois, vraiment, je pense. Et comment toi, tu t'expliques que tu as réussi justement à naviguer un peu comme tu l'entendais dans... Bah, Parce c'est que des c'est la choix chance, après. là, des choix. Je pense qu'il y a des choix. Il y a de la chance, évidemment. Ça, ce serait présomptueux de croire que notre métier n'est pas fait à 90% de chance. Mhm. Franchement, 90% de chance. D'arbitraire, ah, bah, vas-y, on va le proposer à lui. Voilà. Et puis des choix, quoi, aussi, des trucs de. Moi, comme tous les acteurs sont pas cinéphiles, je pense qu'un acteur a pas besoin d'être cinéphile pour être bon. Mais moi, je suis cinéphile. Et donc, j'essaye d'aller vers ce que j'irai voir en tant que spectateur. Voilà. Dans ce qu'on me propose, j'essaye de faire ce qui me plaît le plus. Voilà. En essayant de mettre de côté les choix qui pourraient amener vraiment un succès populaire immédiat, ce dont on a besoin quand on est acteur. Hein. Bien sûr. Et pour l'instant, qui ne sont pas encore les films qui me passionnent le plus dans ce qu'on m'a proposé. Hein. Moi, j'adorerais faire un grand succès populaire, mais pour l'instant, dans ce qu'on m'a proposé, c'était pas ce qui me plaisait le plus, tu vois. Ouais, Libre et Assoupi, tu le vois pas comme un grand succès populaire?
Oh bah ça a pas franchement marché en salle, je crois. Hein. Ah ouais. Ça a très bien marché en streaming et en téléchargement parce que je pense que c'est des fumeurs de ouinge qui se le sont matés, tu vois. Genre quand ils avaient entre 16 et 25 ans, ils disaient mec, viens, on se fume un ouinge, on va souper. C'est l'histoire d'un mec qui veut rien faire. Donc. Moi, j'adore ce concept. Pour le coup, je l'ai vu en salle. Ah ouais. Et moi aussi. Et je crois que c'est de là que je t'ai connu, Ah de toute ouais. façon. Et j'ai adoré cette idée de faire un film sur quelqu'un qui ne veut Il veut rien faire. Ouais, moi aussi, ça me Et fait qui a marrer. une morale très jolie aussi là-dessus, c'est que on serait dans une comédie classique, il y aurait ce côté rédemption et il va il y a pas. comprendre Il y a il va pas. comprendre que rien faire c'est mal et il y a pas ça. Non, dans c'est ce bien qu'il n'y ait film. pas de rédemption. Et, Moi, je suis d'accord avec toi. ouais, c'est Jusqu'au bout, il veut rien faire. Quoi. ouais. Et il réussit à ne rien faire. Et Ouais. ça c'est beau. Avec panache. Pour tous les flemmards. Ouais. C'est une bonne ambition, ça. C'est ça. C'est la mienne alors. C'est pour ça que j'ai particulièrement apprécié. Je vois que tu regardes l'heure. Bah non, tu mais t'inquiètes. je m'inquiète pas, mais on m'a dit on est assez limité. Au-delà d'une heure Est-ce que vous avez une question particulière, quelque chose, ou alors on va laisser notre invité repartir Gaiement. vers de nouvelles vers sa vie. aventures. vers un monde plein de robots? Oui. Et de coronavirus. Et de court-métrage, puisque Et de court-métrage. C'est ça, c'est son travail Et- pour les prochains. Et donc on te remercie. Bah, merci à vous, c'était cool. Merci beaucoup. Ouais, C'était cool de c'était- parler avec des gens de mon âge qui kiffent le cinéma. Quoi. Ah bah voilà. C'est toujours sympa. Merci beaucoup. Bah ouais, Félix. merci. Messieurs, dames, d'éteindre la lumière, on vous rend donc l'antenne. Merci Bruno pour cette formidable interview donc de Félix Moati que l'équipe d'Éteindre la lumière a eu la chance de rencontrer pour parler de cette fête du court-métrage. Oui, oui. Très sympa, ce Bruno. Je préfère ce Bruno-là. Lui, vous l'aurez pas tué au moins, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de dire? Je vous déteste. Je vous déteste. Sachez que je regrette à chaque instant faire ce podcast en votre compagnie. C'est faux, c'est faux. C'est extrêmement Tu désagréable. es une personne. Bon, il serait peut-être temps qu'on parle quand même des différents courts-métrages qui ont été sélectionnés à travers ce programme Même pas peur. Et tiens, puisque vous êtes en train de faire vos malins, pardon. Tiens, Joël, je t'entends qui rigole. Oui. Mais je te propose de nous parler de Sonner après minuit. Eh ben, très bien. Sonner après minuit, c'est un court-métrage de Sabrina Tanfiche, sorti en 2019 d'une durée de 19 minutes. C'est un film français de fiction avec Franck Bruno et Lisa Libri. Alors, on va s'arrêter là tout de suite, Ouais. Joël. Tu n'as pas fait ton travail. Tu es littéralement en train de lire le programme que nous avons reçu, Joël. Quoi? Comment oses-tu m'accuser? Tu es- Moi? Tu es De démasqué, lire. Fantomas. Exactement. Enlève ce masque tout de suite. Tu n'es pas le vrai Joël. Le vrai Joël, il est de l'autre côté en train de faire la régie. Ça, Il est avec Félix qui fait Moati. les interviews. Et donc, faux Joël, Oui, c'est moi. peux-tu réellement nous parler de Sonner après minuit sans lire ta fiche? Alors, Sonner, d'accord, je ferme le beau catalogue des programmes que nous avons, qu'on nous a offert lors de notre rencontre avec l'équipe. Donc, Sonner après minuit, c'est un film de court-métrage qui se rapproche qui s'inspire beaucoup de What We Do in the Shadows et un peu de l'univers de Nicolas et Bruno aussi. Avec un vampire français qui se fait évincer de sa sépulture et se retrouve à vivre dans un HLM dans Paris. Donc ce vampire, il est joué par une sorte de croisement entre Daniel Auteuil et Jean Rochefort. Voilà, il va... Pardon. Cette personne, enfin cet être immortel va se prendre d'affection pour une jeune skateuse et à partir de là, s'ensuit des choses. Les aventures C'est peut-être le pire résumé. Merci. Nous nous excusons amicalement auprès de la fête du court-métrage. J'ai honte. J'ai honte, hein, mais c'est pas grave. Oui, on s'excuse auprès des équipes de ce court-métrage. Voilà comment votre travail et votre dur labeur, c'est peut-être un projet qui a pris des années à se mettre en place. Et ben, ça a été résumé aussi mollement par un mec d'un podcast avec une faute de français dans le titre. Je pense que le vrai Joël aurait fait un meilleur résumé. Alors, ce qui est intéressant au sein de cette programmation, c'est que c'est une sorte de
comédie au sein d'une sélection de films de genre. Alors on verra, hein, il y a d'autres formes de comédie qui ont été sélectionnées dans ce programme, mais on est sur le court-métrage qui est le plus proche quand même d'une comédie. Tu le comparais à What We Do in the Shadows, Nicolas et Bruno. Alors t'as dit que c'était les influences, on n'en sait trop rien puisque malheureusement on n'a pas eu la chance d'interroger Sabrina Tanfisch sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est ce que ça nous évoque, ce côté vampire un peu paumé, un peu loser, qui se retrouve à vivre en HLM, et cette opposition entre le mythe du vampire et la réalité actuelle, quoi. Ce mec qui est paumé dans cette époque qui comprend pas trop. Je sais pas si c'est un peu l'effet que ça vous a fait. On a eu l'occasion d'en parler avec Félix Moati à l'instant. Enfin, l'équipe d'État de la Lumière a eu l'occasion d'en parler. Je sais pas si c'est un peu cet effet que ça vous a fait, mais moi j'ai eu le sentiment que c'était presque une proposition pour un long métrage. J'ai presque vu la présentation de 2 personnages. Puisqu'au final, il n'y a pas une chute particulière à ce court-métrage, il n'y a pas une morale particulière, le film s'arrête sur une péripétie. Et je me suis presque dit, ben voilà, là on a une présentation d'une situation, on a la présentation de 2 personnages, et comme on en parlait sur le fait que parfois certains courts-métrages existent pour un peu amener un long-métrage par la suite, c'est un peu le sentiment que ça m'a donné. Moi, j'ai plus vu une série qu'un long métrage. En fait, j'ai plus vu dans ce court métrage une formule qui pourrait être multipliée en fait sur plusieurs épisodes de série. Je l'ai plus ressenti comme ça. C'est là où on peut inviter d'une manière ou d'une autre la réalisatrice, enfin des gens de l'équipe qui en savent peut-être un peu plus sur les intentions, à nous envoyer un message ou à nous envoyer quelque chose et qu'on retransmettra par la suite via nos réseaux sociaux ou d'une manière ou d'une autre, quoi. Ce serait intéressant de connaître l'intention derrière ce court-métrage, ce qu'on a la chance d'avoir pour certains autres courts-métrages, mais pas pour celui-là. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus, je vous avoue. Puisqu'on est un petit peu moins dans cette structure, il y a un peu ce cliché, on va dire, dans la structure d'un court-métrage, d'avoir une fin, une chute impactante, quelque chose où tu te dis... ou qui est là soit pour te retourner le cerveau ou une dernière surprise à la fin. Ouais. Quand on parle de film de genre, on peut imaginer un sursaut final, ce genre de choses. Que là, on a presque une fin à moitié étouffée en mode ah, vous voulez en voir plus, en fait. Vous voulez en savoir plus. Et j'ai eu le sentiment que c'était un peu pour nous donner ce truc de ah, ça marcherait en long de les voir. J'aimerais savoir comment ils évoluent, ces personnages, et cette relation entre un vampire et une adolescente. Voilà. Ah, excusez-moi. Ah, je crois que nous avons encore les équipes d'Éteindre la Lumière. Alors, j'essaie de comprendre ce qu'ils me disent et je les envoie tout de suite après dans la machine. Enfin, cette grosse technologie. On vous explique pas, mais c'est des machines compliquées. Hein. Éteindre la Lumière, on a du matériel. On a du matériel que même la NASA ne sait pas trop comment ça marche, hein, c'est vous dire. Oui. Ah, je pense qu'ils sont... Ah d'accord, ils sont avec Vital Philippot, le réalisateur de Denis et les zombies, qui est un autre des courts-métrages sélectionnés dans la sélection Même pas peur. Très bien, je vous envoie ça tout de suite. C'est à vous, Éteindre la Lumière. Merci Bruno. Oui, effectivement, nous sommes avec Vital Philippot, donc réalisateur de Denis et les zombies. Vital, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, oui. je suis heureux d'être avec vous et de parler de ce film qui a quelques années déjà, donc ça fait plaisir d'en reparler à l'occasion de la fête du court-métrage. Et justement, donc ça fait quelques années qu'il est sorti, vous pensiez peut-être que le film en avait fini avec justement cette tournée de cours, et surprise, il est dans la programmation Même pas peur. Ah oui, je pensais complètement que sa carrière était finie, donc voilà, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, le film va pouvoir être revu en salle, et ça c'est une super nouvelle. Est-ce que vous voulez me raconter un petit peu la genèse de ce film ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce film ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire et de réaliser ce film ? Moi, je suis parisien de naissance, mais toute mon enfance, j'ai passé mes vacances dans un petit village à la montagne.
Et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et voilà, en vieillissant, de voir comment évoluaient mes copains de l'époque, les adolescents, et petit à petit, on devenait de plus en plus éloignés. Et voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce film, de confronter des gars qui viennent d'une métropole à voilà, ceux qui sont restés sur place, et comment les mentalités font que forcément ça se passe pas tout à fait comme c'était prévu. On peut préciser que ceux qui reviennent, enfin ceux qui partent de la métropole pour aller à la campagne, ils vont pour un tournage, parce qu'on n'a pas raconté de quoi parler ce court-métrage. Si vous pouviez le pitcher. Alors, tout à fait. Ouais, bien sûr, on va 2015. commencer par ça. Donc, effectivement, c'est un gars qui s'appelle Mathias, qui revient donc dans une maison qui appartenait à sa grand-mère, qui est plus occupée depuis un certain temps. Et lui, il est étudiant en cinéma, et pour son premier film, voilà, il embarque ses copains en se disant on va tourner dans cette maison, elle est un peu à l'abandon, c'est super pour un film d'horreur. Et puis, le village autour, c'est un peu l'horreur aussi, donc ça va être génial pour y installer nos zombies. Et donc ils y vont, et là ils préparent le tournage et débarquent le premier soir. Ils sont à peine arrivés que débarque un ancien ami de Mathias qui s'appelle Denis, et qui est un gars un peu collant, un peu un boulet, et voilà, qui va pas les lâcher du début à la fin, et qui non seulement est un peu collant, mais en plus est en assez mauvais termes avec les autres gars du village, donc ça va provoquer une série de conflits et de catastrophes. Voilà, c'est le pitch du film. Je voulais rebondir sur le fait que vous parliez, que vous aviez cette envie de parler de cette différence qui peut se créer avec les années sur les relations, sur les amitiés, ce genre de choses. Alors pourquoi ce contexte très méta du tournage de films, de cinéma ? C'est une bonne question. En fait, pour tout vous dire, le film part d'une anecdote que j'ai vécue avec mon frère, qui s'appelle Juste, et qui est réalisateur aussi. On a tourné, mais alors vraiment c'était on était trois, hein, c'était lui, un copain lui et moi. On a tourné un petit film là-bas avec une petite caméra DV, et voilà. Et il y avait une scène qui était assez drôle. On était à l'entrée du village, et il y en a un qui était grimé en zombie. Je me rappelle plus le scénario. Et là, il y a une voiture qui est passée et qui a éclairé dans les phares nous trois, avec un gars qui était maquillé en zombie. Là, on a vu la tête c'était une jeune femme dans la voiture. On a vu sa tête un peu surprise. Et puis, elle est partie, on a oublié. Et 10 minutes après, il y a 3 bagnoles qui sont arrivées avec les gars du coin, c'était un samedi soir. Ils étaient en pleine soirée, donc un peu éméchés tous. Et ils sont arrivés, ils ont sorti de la voiture en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez là ? C'est quoi cette histoire ? Vous faites ça dans notre village, on n'est même pas prévenus. » Voilà. Et donc ça nous a beaucoup fait rire, parce que alors, sur le moment c'était un peu tendu, et puis finalement ils se sont rappelés de qui on était, et on a fait... On a pris une bière tous ensemble, et ça s'est bien terminé. Mais voilà, cette anecdote est un peu le point de départ du film, de se dire voilà, il y a un tournage qui débarque. Moi, je suis toujours, donc c'est mon 4e court-métrage. J'ai toujours été, puis j'ai fait un peu d'assistanat avant. Je suis toujours intéressé et de fois un peu catastrophé par la manière dont ça se passe, et quand il y a des équipes de cinéma qui débarquent avec toutes les meilleures intentions du monde, c'est quand même un peu les colons qui débarquent dans un pays exotique, avec voilà, les gens qui vous regardent un peu bizarrement, les remarques, on peut pas s'empêcher sur la tête des gens, qu'est-ce que c'est la province, etc. Donc voilà, j'avais envie de parler un peu de ça aussi, d'une certaine forme d'inconscience et d'arrogance, même si, voilà, parfois avec les meilleures intentions, d'une équipe de cinéma qui croit débarquer en terrain conquis, et ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Donc je comprends mieux cette séquence dans le court-métrage, qui est vraiment assez similaire avec les voitures qui arrivent pour gueuler. Voilà, c'est ça. Où sur le coup, personnellement, je me suis fait, vraiment, ça se passerait comme ça, mais si ça avait vraiment passé comme ça, maintenant je me dis, ah oui, quand même.
Alors après, c'est de la comédie. Hein, Oui. Donc on prend les situations et puis on essaie de les tirer au maximum tout en restant vraisemblable. Mais voilà, cette scène-là avec les voitures qui débarquent, ça s'est passé. C'est un fait réel, presque. Presque documentaire, de nier les zombies de toute façon. Bah, il y avait un aspect, moi, enfin, on a tous été étudiants en cinéma, donc je pense qu'on a plus ou moins traîné sur les tournages et courts-métrages étudiants, enfin voilà. Et du coup, j'ai eu une grande tendresse pour votre film, parce que je me suis revue en copain de galère, dans le froid, à essayer de tourner une scène avec des gens qui passent, des bruits d'avion, donc ça, j'ai trouvé que ça avait été vraiment très très proche de la vérité, c'est pour ça que ça... Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans le fait, de comment vous montrez ce tournage aussi, peut-être parce que ça aussi... Il y a de la bienveillance parce Voilà. que, contrairement à ce que je disais sur les équipes de tournage, où c'est des adultes, des gens qui sont déjà formés, là c'est des jeunes, donc du coup on peut leur pardonner parce que voilà, c'est leur premier tournage. Ils veulent faire comme les grands, du coup ils veulent être aussi arrogants que les grands, et puis ils vont apprendre grâce à cette expérience. Il y a aussi, même si c'est tourné un peu plus à l'absurde, mais plus tiré en longueur pour la comédie, mais je trouve que les différents rôles des personnages, la script qui finit par péter un câble parce qu'on lui parle mal, c'est des choses qu'on vit aussi sur les tournages, donc c'était votre volonté de pouvoir exagérer des personnages pour en tirer de la fin, pour montrer finalement le rôle professionnel de ces gens de la façon la plus difficile dans laquelle ils peuvent le vivre. Bah oui, c'était intéressant d'avoir effectivement 4 ou 5 caractères avec 4 ou 5 fonctions sur le tournage, et du coup, comme c'est un court-métrage qu'on n'a pas beaucoup le temps, vraiment d'en faire des archétypes avec la comédienne qui est un peu... qui se prend pour une comédienne, le gars qui croit qu'il est dans un film d'action et qui veut mettre des coups de pied à tout le monde parce qu'il sait faire du karaté, le scénariste qui part dans ses délires, donc voilà, c'est intéressant de jouer sur ces stéréotypes-là. Au final, dans ce film, c'est presque le personnage de Mathias qui est le plus réaliste et qui va moins tirer vers cette comédie, puisque, alors sans trop divulguer la direction vers laquelle va le film, mais il est plutôt le point de réalité pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du doute dans ce qui traverse tout le long du film, et je trouve ça intéressant, le fait d'avoir choisi ce point de vue. Moi j'ai eu le sentiment presque de voir un personnage de drame qui se retrouve au milieu d'une comédie et qui de plus en plus se met à douter de sa place. Déjà qu'il a ce doute sur la légitimité d'être réalisateur. Et j'ai l'impression qu'il y avait ce mélange des genres, dans le sens où il y avait aussi ce personnage qui était perdu au milieu de ce genre. Oui, c'est le héros, c'est celui qui va le plus évoluer au cours du film et qui va apprendre quelque chose, parce que les autres, à la fin, ils se sont réconciliés avec les villageois. Je vais pas tout raconter, mais voilà, ils sont passés à autre chose, alors que lui, ça l'a vraiment marqué. Et effectivement, c'est oui, la question du doute, elle est très pertinente, parce que moi, par rapport à ce que je disais sur les tournages, je me suis toujours posé la question de, quand je faisais du cinéma, quand je faisais du théâtre aussi, de la légitimité du cinéma, de ce qu'on a montré, et puis la légitimité du réalisateur, quoi. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? Est-ce que ils ont raison de me suivre et de m'écouter ? Donc lui, comme c'est son premier film, il est vraiment en plein questionnement par rapport à ça. Et au moment de l'écriture, c'était plus une angoisse personnelle ou... Ah ça l'est toujours. Ça l'est toujours. il faut que ça le reste toujours, parce que le jour où on se dit c'est bon, je suis un cinéaste, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Là, je pense que c'est là où on fait des choses pas très bien. Le doute, c'est quand même plutôt... Il faut pas que ça soit paralysant, mais c'est plutôt intéressant en termes de création. Et pourquoi le cinéma de genre, du coup ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez peut-être aussi fait par la suite, encore plus ou... Alors moi, je suis pas un fan de cinéma de genre, pas plus qu'un autre. Après, j'aime bien les comédies avec des zombies, ça me fait marrer. Comme je faisais c'était l'histoire d'un tournage qui se passait à la campagne. Enfin, il fallait qu'il se passe des trucs, et forcément,
avec une histoire de zombies, il se passait plus de trucs si ça avait été un drame réaliste, voilà. Et je me suis amusé avec ça, le type qui prend le faux sang, qui le jette par terre. Enfin, il y avait plein de trucs marrants à faire par rapport à ça. Et puis, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore... c'est peut-être un peu moins à la mode, mais c'était toute l'histoire des zombie walk. Les gens qui se réunissaient et qui s'habillaient, se déguisaient en zombies à 3000 pour débarquer dans les villes. Et voilà, ça me faisait marrer tout d'un coup d'avoir ces zombies qui débarquent dans le village et les autochtones qui ne sont pas forcément préparés à ça. Après, il y a des gens qui sont frustrés dans le film parce qu'ils disent « Ah, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de vrais zombies. » Donc, Justement, je me demandais si c'était un jeu volontaire d'attente avec le spectateur, parce que quand on lance le film, on ne sait pas du tout où on va, où on va aller, et on se dit, est-ce qu'on va être dans ce jeu de forcément ce petit groupe, dans cette maison de campagne, entourée de gens étranges? Est-ce que justement, il y avait cette intention volontaire de jeu et qui a pu frustrer des spectateurs? Bah, je pense, alors moi, par rapport au genre, j'aime le genre pour ce qu'il dit du reste, et donc finalement peut-être que j'aime pas tant le genre que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment tellement les films de zombies que ils sont frustrés qu'il n'y ait pas des vrais zombies dans un film qui s'appelle Denis et les zombies. Donc, mais moi, ce côté déceptif m'intéresse justement. Oui, parce que de toute façon, c'est un film un peu sur aussi il y a un thème de la déception qui revient tout le long du film sur ce qu'on attend des gens et que ça n'arrive pas, l'imagination qu'on peut se faire d'un tournage idyllique et au final ça n'arrive pas. Donc au final, thématiquement, je trouve que ça fonctionne en fait. Oui, et puis moi j'ai pris le zombie finalement d'une manière aussi métaphorique, parce que le personnage de Denis, c'est un peu un zombie au sens social, quoi. Il est complètement exclu par le reste de la communauté. Il revient dans la vie de Mathias alors que limite il pensait qu'il était mort. Donc il y a cette idée aussi de prendre le thème de manière un peu moins genre, un peu moins terre à terre, un peu plus métaphorique. Je trouve ça aussi intéressant qu'il soit dans cette compétition, même pas peur en fait finalement, parce que je pense qu'on l'a vu comme un comique drame, ce film, mais pas finalement comme un film d'épouvante. Et comparé au reste des films de la sélection qui sont vraiment ancrés sur quelque chose de flippant, là finalement le plus flippant c'est effectivement le personnage de Denis, mais pour plein d'autres raisons. mais du coup j'ai trouvé ça intéressant de le mettre dans la section même pas peur finalement. Est-ce que ça vous a surpris qu'on le mette dans cette section, vous par exemple? Non, je sais pas. Pardon, comment vont réagir les gens? Peut-être qu'ils vont être très déçus qu'il y ait un faux film de genre qui se soit glissé dans la sélection. Ou alors, ça fait une parenthèse un peu comique, bienvenue dans le... Mais je suis content qu'il soit dans la sélection. J'aurais été content qu'il soit dans une autre sélection aussi, mais ça me va tout à fait. D'accord. Et pour parler un peu de vos influences et du cinéma que vous aimez, qui vous sert à faire vous du cinéma, quand je l'ai vu, ce film-là, j'ai beaucoup pensé à Maestro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, dans justement l'idée d'un film de tournage. Et je trouve qu'il y avait cette même tendresse dans la façon dont la réalisatrice posait sa caméra sur les gens, que je retrouve beaucoup dans votre travail. Et du coup, est-ce que vous aviez eu d'autres films qui vous ont influencé sur celui-là? Maestro, c'est un très beau film, justement sur un film de tournage. Il y avait aussi, alors qui est plus ancien, mais qui était très drôle, le film de Tom DiCillo, Ça tourne à Manhattan. Après, des influences sur ce film-là. Moi, j'aime beaucoup les frères Cohen, donc Barton Fink, sur le côté, justement, l'envers du décor, et le jeu avec le genre m'a beaucoup marqué à l'époque. Donc, je pense qu'il y a des réminiscences de ça dans le film. L'humour noir aussi, du coup. L'humour noir, oui, des frères Cohen, effectivement. Et puis ce côté un peu à la fois vache sur les personnages, mais pour arriver à quelque chose de tendre à la fin. Quoi. Bon, ils
sont minables, mais on les aime quand même parce qu'on est tous un peu minables, donc on va pas leur jeter la pierre, quoi. Moi, je voulais parler de casting aussi, Oui. du coup. Oui, il faut bien qu'on en parle d'Esteban, quand même. Puisque, du coup, le personnage de Denis est interprété par Esteban, que j'avoue, je ne connaissais pas avant de voir votre film. Bon, après, les Césars, c'était juste après, donc Denis. Donc voilà, moi, je trouve ça drôle de le connaître par le biais de ce film-là. Est-ce que ça a été une évidence de le caster pour le... Ah, totalement, ouais. Ouais. En fait, moi, j'avais très peur pour ce rôle-là, parce que, voilà, tel que c'était écrit, je me disais, si c'est un acteur qui a rien à voir, qui compose, on risque d'être vraiment à la caricature, quoi, le côté un peu Rain Man. Mais donc, voilà, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Et puis, j'ai vu quelques comédiens, ça collait pas. Et puis lui, elle est arrivée. Moi, je le connaissais pas non plus avant. Je connaissais son groupe de musique, mais je savais pas qu'il faisait donc les Naive New Beaters, mais je savais pas qu'il faisait du cinéma aussi. Et ça a été l'évidence, c'est-à-dire qu'il a fait la scène et tout d'un coup, c'était lui et j'arrivais pas à m'imaginer Denis d'une autre manière, quoi. En fait, il a une telle singularité lui qu'il arrive et c'est le personnage. Et ça marche. Alors moi, je l'ai vu dans d'autres films. Ça marche avec des personnages très différents, mais qui à la fois sont très différents et sont toujours lui à chaque fois. Donc ça, c'était super. Et au tournage, c'était un plaisir parce que voilà, tout ce que vous lui donnez, il vous le rend au centuple, quoi. Il magnifie les scènes. Il y a quelques répliques, c'est de l'impro, voilà. Et donc c'était super, quoi. Ouais, c'est difficile d'arriver de faire de ce personnage quelqu'un d'attachant par moment, puisqu'il est quand même assez rustre, il est extrêmement collant, enfin on en connaît aussi. C'est à la limite parfois. Oui, mais je trouve que malgré tout, il arrive à avoir une aura. Oui, on ne le déteste oui, pas on à ne la fin peut pas du le film. détester. Et quand tout le monde, oui, un peu quand les gens sont contre lui, t'es un peu, bah non. Laissez-le Foutez-lui tranquille. la paix, oui. Voilà. On sent déjà que sa vie est difficile quand eux ne sont pas là. Alors que quand eux arrivent, c'est encore pire. Bah ouais, donc, mais du coup, maintenant, pour moi, ce sera toujours Denis. Bah ouais, parce que quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit, mais c'est Denis, en fait. C'est vraiment lui. Mais il faut le voir dans d'autres. Oui, mais bien sûr. Mais du coup, j'ai trouvé que la coïncidence était un peu rigolote, pour le coup, de juste venir le voir. Et pour parler un petit peu de la forme du cours, puisqu'on célèbre quand même le court-métrage autour de cette fête de cinéma. Vous avez essentiellement fait du court jusqu'à présent. Est-ce que c'est un format qui vous est cher et que vous voulez continuer à faire, ou éventuellement un jour passer au long vous intéresse, moyen même? Je ne sais pas si... Bon, je pense que je fais la même réponse que tous les cinéastes. Si je peux passer au long, je vais pas cracher dessus. J'ai des projets en développement, donc voilà. Mais c'est plus difficile à monter un long, évidemment, parce qu'il y a d'autres enjeux financiers que de monter un court. Donc oui, le long, évidemment. Après, le court, c'est génial parce que, justement, on ne s'épuise pas sur des années d'écriture. Il y a un temps entre l'idée initiale et puis le tournage et le montage qui est relativement plus rapide, donc ça permet de garder une énergie et puis de tenter des choses. Donc voilà, donc j'ai des projets de long, mais j'ai aussi un projet de court là, que j'aimerais faire bientôt. Oui, donc même si vous passez au long, et vous continuerez à faire du court, par exemple, ou pas? Après on verra, mais voilà, faut pas s'interdire de revenir au court, effectivement, quand l'occasion se présente. Et d'un point de vue thématique, est-ce qu'il y a quelque chose qui va un peu vous suivre toute votre carrière, ou en tout cas dans les projets à venir, ou... Je crois que le projet que je suis en train de développer de cours, c'est aussi quelque chose qui se passe à la campagne. Donc voilà, tout Parisien que je suis, je crois que j'ai été très marqué par cet univers. J'y retourne régulièrement, et voilà, la ruralité et le choc entre la ruralité et les gens des villes, ça me paraît quelque chose qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci. c'était un plaisir. Oui. Merci. Et retrouvez donc le film dans les salles.
Et bon courage pour la suite. Oui. Merci. On guettera la suite. Bruno, je vous rends l'antenne. À vous, les studios. Oui, merci Aurélie, merci. C'était vraiment très intéressant d'avoir le point de vue du réalisateur sur sa propre création. Alors on va enchaîner sur un court-métrage assez différent de ce dont on a pu parler jusqu'à maintenant. Puisqu'au sein de cette sélection Même pas peur, il y avait notamment un court-métrage d'animation qui s'appelle Tétard. Et je crois que Aurélie, alors je rappelle à nos auditeurs que l'Aurélie que vous allez entendre n'est pas la même que l'Aurélie que vous venez d'entendre. Donc Aurélie, il me semble que tu souhaites parler de ce court-métrage. Oui, tout à fait, autre Bruno. Donc Tétard, film d'animation réalisé par Jean-Claude Rozek. Une histoire assez simple je recommence. Une histoire assez simple d'un frère et une sœur. Donc la sœur est plus grande, le frère est plus petit. Et alors qu'elle veut aller se promener tranquillement, son petit frère lui colle au basque. Et pour l'éloigner, elle s'amuse à lui raconter qu'en fait, c'est pas son petit frère. Et qu'en fait, c'est un tétard à moitié transformé en humain et qui, en fait, il viendrait de la rivière d'un peuple de grenouilles un peu étrange et qu'en fait, il vit dans la famille, mais qu'en vrai, le vrai petit frère donc de la jeune fille a été emporté par ces créatures dans le lac. Donc au départ, le gamin n'y croit pas du tout. Il est « mais arrête de mentir, tu sais très bien que je suis ton petit frère ». Puis progressivement, il commence à y croire. Puis progressivement, la petite fille aussi commence à y croire et une fois rentrée de leur balade, après un petit tour au lac justement, le petit garçon commence à avoir des réactions un peu étranges et il commence un peu à effrayer sa sœur. Donc voilà, c'est un film d'animation qui est très très beau, visuellement déjà. On est plutôt dans une esthétique pastel, et avec des dessins un peu flous sur les décors notamment, extrêmement bien rythmé. Moi je l'ai trouvé très très chouette. C'est presque un conte en fait au niveau de l'histoire. Le doublage est super aussi, j'ai trouvé que les deux voix d'enfants étaient super. Ça rassure pas des masses aussi, je trouve qu'il a bien sa place dans le programme Même pas peur. Et ça n'a pas été mon préféré de la sélection, mais pas loin, parce que je le trouve vraiment vraiment réussi. Et j'aime que ce soit un court-métrage et que le passage au long ne soit pas envisageable pour celui-là. Enfin, je trouve que c'est une très belle œuvre s'il reste comme il est aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les garçons. Je trouvais que c'était un très, très beau court-métrage, ouais, une très belle animation. Comme tu dis, pastel. L'univers, j'ai trouvé très intéressant aussi. Non, ouais, comme tu dis, je pense que ça n'appelle pas forcément un long métrage. Le court métrage se suffit largement à lui-même. Et il a même le mérite d'être un petit peu angoissant vers la fin, quoi. Donc il a bien sa place dans la catégorie Même pas peur. Moi, je dirais presque de la sélection, c'était peut-être celui qui était le plus angoissant, alors que c'est peut-être celui qui s'adresse à un public un peu plus jeune. Et c'est peut-être pour ça qu'il est plus angoissant. Ouais, fait, il y a un côté très naïf, et en même temps, tu te dis « Ah ouais, mais c'est quand même glauque. » C'est pas très rassurant comme histoire. Et je suis toujours convaincu par le fait qu'il faut pas hésiter à faire des trucs un peu qui font peur aux enfants, ce genre de choses. C'est important, je pense, dans notre évolution, et je pense que c'est un court-métrage vachement efficace là-dessus, justement, sur le fait de s'adresser aux plus jeunes et de pas non plus prendre les enfants pour des débiles et leur proposer vraiment une très joli court-métrage. Alors, vous parliez du visuel, moi je trouve qu'il y a une emphase sur la lumière qui est vraiment incroyable. J'ai adoré le travail de lumière sur ce court-métrage, où elle est d'une... En gros, le clair et obscur sont toujours très très vifs et très, très marqués, ce qui conforte un petit peu cette ambiance de film de genre qu'on associe toujours à la lumière, l'obscurité, les ombres sur les murs, tout ça. Et donc il y a tout un jeu sur le cinéma de genre, alors qu'on est vraiment face à un court-métrage un peu jeunesse, et en même temps je me dis ouais, c'est peut-être celui où je me suis senti le plus mal à l'aise, parce que cette question de doute, j'adore cette idée de mensonge. On sait qu'on ment, et d'un seul coup on se met à douter si on ment vraiment. Je trouve ça incroyable, cette idée. Tu t'imagines, t'inventes un mensonge, et en fait devant tes yeux tu commences à te dire attends,
Je mens ou je dis la vérité? Qu'est-ce qui se passe là? Ce court-métrage joue complètement là-dessus et c'était vraiment très très chouette. Enfin, je suis vraiment un peu triste qu'on n'ait pas eu l'occasion d'interroger des personnes qui ont travaillé dessus parce que je me demande notamment combien de temps ça a été produit, notamment parce que on sait que l'animation demande quand même un temps quand même supérieur, hein, souvent au film live, on va dire. Donc, j'aurais été vachement intéressé de connaître aussi le parcours, ce qui les a amenés à faire ce court-métrage. Donc, une nouvelle fois, hein, si vous passez par cette émission, si on vous en parle et que vous avez travaillé là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. On s'arrangera pour transmettre vos messages. Oh, mais c'est pas possible, on peut pas être tranquille 5 minutes dans cette émission. Jeu d'acteur sur 20. Qu'est-ce qui se passe, éteindre la lumière? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qui vous êtes? Oui, je suis Joël, le vrai Joël, pas l'imposteur qui est avec vous. Donc vous êtes Joël 1, et nous avons Joël 2, alors que vous êtes dans l'équipe 2, c'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'interrompez, là? Nous avons avec nous au téléphone Mathieu Méjumont, le réalisateur de Diversion, dans une interview téléphonique à la technique irréprochable. Attendez, vous voulez dire que vous êtes en duplex avec Mathieu Méjumont, et nous sommes en duplex avec vous? C'est ça, c'est un triplex. C'est... Bon, écoutez, ma foi, on veut bien écouter ce que vous avez à dire, alors on vous écoute. C'est à vous. Donc nous avons la chance de vous recevoir pour Diversion, évidemment. Jamais je me trompe, moi, au sein de ce podcast. Qui est donc un film de genre, puisque nous avons eu le droit de choisir, au sein de tout le catalogue de la fête du court-métrage, nous avons choisi un petit peu celui qui correspond à notre sensibilité, qui est donc le cinéma de genre. Et puisque vous êtes mieux placé que nous pour présenter votre film, puisque c'est votre film, pour nos auditeurs qui pourront avoir la chance de voir potentiellement votre court-métrage dans diverses salles de cinéma à travers la France, de quoi est-ce que ça parle, ce Diversion? Ah mon Dieu, ouais, vous me demandez de pitcher là, c'est un exercice. Un exercice affreux. Non, mais c'est l'histoire. Enfin, on suit un journaliste de faits divers, un fait diversier, qui est parti couvrir une affaire un peu étrange dans la campagne française et qui se retrouve lui-même dans une affaire de faits divers très étrange. C'est-à-dire qu'il part pour écrire son article. L'affaire, il y a eu un chien écrasé sur la route, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, et lui-même écrase un chien sur la route, et à partir de là, les choses se mettent en branle et deviennent de plus en plus bizarres au fur et à mesure de l'avancée du récit. Voilà. Bizarre, c'est en effet le terme, puisqu'on en parlait un peu entre nous. On est dans un court-métrage à la rencontre entre le thriller et de notre point de vue, une comédie très noire aussi. Oui, mais c'était ma volonté en fait, c'était de jouer avec les genres. Oui, C'est-à-dire de faire rentrer le spectateur dans un genre a priori très identifié qui est celui du survival, voilà, qui est un sous-genre du cinéma d'horreur, et en fait à force de cassure de ton et de rythme, lui faire comprendre qu'en fait c'est pas forcément ce genre-là le genre premier du film. Moi en tout cas je l'ai écrit concrètement comme une comédie. Pour moi c'est une comédie. Ça nous rassure un petit peu. On s'était posé la question de se dire, nous on l'a vu comme une comédie, et si on nous disait ben non, c'est à prendre parfaitement, intégralement au sérieux. Je comprends tout à fait. C'est d'ailleurs, le film est passé dans quelques festivals, dans pas mal de festivals, et les spectateurs ont, je vois que les spectateurs ont du mal à appréhender ce qu'est le film. Alors, des fois ça va leur plaire, et d'autres fois les réactions peuvent être assez violentes si, notamment, ils ne perçoivent pas l'humour du film. Et alors là, c'est extrêmement compliqué parce que si les gens ne perçoivent pas l'humour, effectivement, ce que le film montre est assez affreux. Oui. Et ça peut, affreux et complètement presque surréaliste par moment. Alors si on y cherche une forme de thriller très réaliste, je crois qu'on peut se retrouver très confus dans la dernière partie du film.
Tout à fait. Non, mais c'est marrant, vous parlez de surréalisme. C'était dans la conception du film, en fait, il a été écrit en très très peu de temps. Il a été écrit en même pas 5 jours pour répondre à une commande ouais, c'était quasiment ça, quoi. Et du coup, je pouvais pas vraiment structurer d'histoire en si peu de temps. Donc j'ai décidé de partir d'un trait et en fait, je me suis inspiré de l'écriture automatique des surréalistes. D'accord. C'est-à-dire que je connaissais mon point de départ et je savais absolument pas où j'allais arriver. Et en fait, c'est en fonction de mes souvenirs en tant qu'adolescent dans une région très particulière de France qui s'appelle le Médoc. Et j'ai essayé de fourrer tout ça dans l'intrigue. C'est-à-dire que aussi bizarre qu'elle puisse paraître, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai vues et que j'ai réinterprétées dans ce film. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé votre film, d'ailleurs, on l'a tous beaucoup aimé. Merci. Et j'ai ressenti, mais j'aime bien ça au cinéma, une grande forme de gêne que j'ai retrouvée on parlait de Calvaire avec Bruno juste avant, mais que je Ouais, retrouve dans La Horde, dans La ouais. Meute, dans La Colline à des yeux. Il y avait quelque chose de très poisseux. Et en même temps, on ne sait pas bien si on doit rire, si on doit être mal à l'aise, si Bah, on doit cringer. Et du coup, c'est cette ambivalence que j'ai beaucoup aimée. Du coup, je voulais un peu aussi savoir vos influences. Ah bah, d'accord. Non, déjà, ça me fait très plaisir parce que c'est exactement ce que j'ai recherché avec ce film. C'est-à-dire, Ah. c'est que placer le spectateur dans la position où il ne sait pas s'il doit rigoler ou pas en fait de ce qu'il voit. Et voilà. Donc après, j'avais pas vraiment. Enfin, j'allais pas dire que c'était de la gêne que je recherchais, mais je sais pas, une espèce de doute. Voilà, c'était est-ce qu'on doit rigoler ou pas. Après les influences, vous parlez de Calvaire. Calvaire, c'est sûr que moi j'aime beaucoup le cinéma pratique du Wels. Après, mes influences, elles sont vraiment assez classiques, c'est-à-dire que ça va être John Carpenter et en même temps, mais alors ça, on va pas le retrouver dans ce que je fais, Maurice Pialat. Voilà. Après, il y a aussi, j'aime beaucoup la tonalité des films des frères Cohen. Dans les films un peu récents, certains anglais, là j'ai vu un film qui s'appelle Come to Daddy il y a pas longtemps et je me retrouve assez dans ce cinéma-là. Après, alors bon, c'est très malvenu en ce moment, mais bon, j'y suis pour rien. Le cinéma de Roman Polanski m'a énormément influencé aussi, notamment ses films paranoïaques. Oui, j'allais dire, il y a quelque chose de répulsion dans... Le locataire aussi. Ouais. Enfin, le locataire, il joue énormément sur ce côté très gênant enfin voilà, on ne sait pas si on doit rire ou si on doit s'inquiéter de ce qu'on voit. Je regarde ma DVD Tech pour savoir ce qui m'a influencé. Non, mais après, dans cette tonalité-là, je serais Bertrand Blier aussi. Enfin, c'est tout bête, mais voilà, le Buffet froid de Bertrand Blier, ça a été un gros choc esthétique. Ça, c'est pour aller dans le sens de la gêne. Sinon, après, comme beaucoup, j'imagine, Stanley Kubrick, Dario Argento, voilà. J'en suis très loin encore, mais c'est ce qui continue de me nourrir. Est-ce que ce court-métrage de genre amènera par la suite une envie de proposer ce ton-là en long métrage, où on est juste dans un one-shot, dans une tentative de faire un court-métrage de ce type, et par la suite varier en termes de ton, en termes de style? Alors en termes de genre, je suis assez ouvert, c'est-à-dire que dans ce que j'écris, enfin en tout cas là moi les projets que j'ai aujourd'hui c'est effectivement des longs métrages. Je travaille sur 2 longs métrages actuellement, un qui est en financement et un autre qui est en écriture. Et à chaque fois c'est un genre différent, c'est-à-dire qu'il y en a un ça va être un slasher. Il y en a un autre, c'est plus une espèce de néo-giallo, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est en fait Diversion, je m'en suis servi justement pour expérimenter ce ton-là. C'est-à-dire que je pense que moi, mon regard sur le monde extérieur est un regard assez, alors bon, angoissé, ça évidemment, mais avec pas mal de recul, donc ironique. Et je pense que c'est ce truc-là que j'essaye de chercher. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir de la violence dans ce que je vais proposer. Mais voilà, vu avec une certaine distance et avec un certain recul
critique au second degré, j'ai envie de dire. Mais c'est pas forcément pour. Je vais pas chercher à faire de la comédie d'horreur, par exemple, mais je me vois mal écrire quelque chose sans une dose de recul, donc d'humour sur ce que je raconte. D'accord. On est Donc, loin en gros, de... Diversion, c'est expérimenter ce ton-là, quoi. Ouais, on est loin de cette mouvance juste avant les années 2010 avec toute cette ambiance torture porn. Ouais, oui, mais en même temps, si vous prenez l'origine un peu du torture porn, on va dire que c'est Hostel de Eli Roth, et c'est aussi assez drôle, Eli Roth. Oui, il y a bien C'est sûr. grand guignolesque. Ouais, Eli Roth, ouais. Ouais. Mais je pensais notamment, je pensais au film Martyr, par exemple, Ah oui, où ouais, on ouais. était vraiment là plus que dans euh, la violence pour le propos, pour le message, mais qui n'avait peut-être pas ce recul-là et qui a peut-être justement dérouté beaucoup de spectateurs, parce qu'on parle souvent de la difficulté de faire du cinéma de genre en France, et Ouais. je pense que la difficulté à en faire, pas tant que ça va être plutôt la difficulté à amener les gens à aller À voir venir, ouais. ce genre de film, parce que justement, il y a toujours un peu cette crainte de violence trop marquée et marquante pour le spectateur et pas... Qui est lié à comment les Français font du genre. le consomme plutôt, je pense. Ah, alors ça c'est un grand débat. C'est vraiment non mais c'est le grand débat de qui de l'œuf ou de la poule en fait. Parce Oui, que oui, est-ce que les gens ne vont pas voir les films français parce que enfin voilà, c'est la grande question. Hein. Moi je suis passé par l'atelier scénario de la Fémis il y a quelques années d'accord. et c'était une grande question qu'on se posait avec les directeurs d'atelier. C'est-à-dire qu'il y a un constat, les gens ne vont pas voir les films de genre français en salle. Par contre, c'est un genre qui s'exporte très très bien. Mais pour les spectateurs français, on dirait que eux, dans leur tête, c'est intégré que on ne peut pas faire de vrais bons films de genre en France. Pour eux, ça va être un genre spécifiquement américain. Je sais pas pourquoi. Enfin, sans doute parce que la France a une culture extrêmement pauvre du genre. Bah, C'est un... peut-être aussi que je trouve que le dernier grand film de genre qui aurait marché, c'est Grave, qui est vraiment dans ce côté ambiance. Et il fonctionnait aussi parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Il y avait beaucoup ce décalage qu'on retrouve aussi dans votre film. Et je me demande si c'est pas ça la clé pour arriver à captiver ce public qui croit finalement qu'on va tourner vers quelque chose d'uniquement glauque, peut-être sans portée. Je pense qu'aussi qu'il y a un gros a priori autour du film de genre, où les gens pensent peut-être plus directement au slasher ou quelque chose avec moins de propos politiques. Et c'est quelque chose qu'on arrive à faire en France quand on peut. On le voit avec votre film, on le voit avec Grave. Donc est-ce que c'est pas cette direction que doit prendre le film de genre pour marquer moi, je pense en fait, mais le truc avec le problème avec Grave, c'est que en fait, en France, on est quand même issu d'une tradition assez intellectuelle du cinéma. On se traîne aussi le truc de la nouvelle vague et tout ça, et je pense que effectivement, il y a comment dire, il faut toujours que l'auteur soit visible à l'intérieur de son film. J'ai l'impression que c'est ça que les gens recherchent, en tout cas les critiques, les spectateurs, je sais pas. Mais il y a ce truc. Alors après, Grave, la position de l'auteur est très affirmée. Le problème du genre, à mon sens, c'est que il faut pas non plus que la distance soit trop importante, parce qu'il faut que le spectateur puisse être impliqué dans le récit. Donc là, voilà, c'est quelque chose de très subtil en fait cette affaire. Et l'autre problème peut-être qui peut se passer avec un exemple comme Grave, c'est que justement les financeurs, vu que c'est un modèle qui a fonctionné, tant du point de vue critique que du point de vue des spectateurs, parce qu'il a fait quand même pas mal de spectateurs. Et que souvent les gens dans les commissions, enfin voilà, on en parlait, mais la culture du genre en France est assez pauvre. En fait, les gens focalisent maintenant sur ce modèle de Grave et dire il faut faire ça quoi. Sinon sinon c'est pas possible. Alors que le genre pour moi il est beaucoup plus divers que ça. Moi j'ai été assez troublé par la sortie, je sais pas si vous avez vu, de Revenge. Oui. Qui est sorti après Grave donc d'une autre fille, Coralie Farja. Et alors elle, le film était beaucoup plus genre. Oui, premier degré. Moi je trouve que finalement qualitativement, je le trouve tout aussi réussi que Grave en fait, Revenge.
Mais quand je vois la réception critique et la réception publique de Revenge, j'ai pas compris en fait pourquoi on a autant loué le film de Ducournau et pourquoi on a autant tapé sur le film de Farja. Sachant que le film de Farja était évidemment plus premier degré que celui de Ducournau. Voilà, ça je sais pas. Après, moi j'ai envie de dire que ça dépend finalement où l'auteur lui-même souhaite se placer quand il fait son film. Souvent, comment dire, moi j'envisage pas qu'on puisse faire un film sans réflexion derrière. Donc dans beaucoup de cas, finalement, ça va être un film d'auteur. Faut juste, voilà, il y a des films qui vont rendre ce côté plus visible. Ou pas. Si ça répond si, ça répond, mais c'est vraiment une lourde question où, en tant qu'amateur de cinéma de genre, j'ai toujours du mal à trouver les moyens d'amener les gens qui ont du mal avec ça vers cette catégorie cinématographique. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des belles séries. Et souvent, en fait, ce qui parvient parfois à amener les gens, c'est vraiment ce qu'on disait, c'était le couvert de l'humour, en fait, de se dire, mais si, tu vas voir, on n'est pas non plus dans quelque chose de difficile à regarder, il y a des respirations, il y a des... Et je pense que c'est la solution et en même temps ça risque d'être le problème dans quelques temps. C'est-à-dire que comme on disait... Pardon, j'ai pas entendu la fin, ça a coupé. Je disais c'est la solution, mais je pense que ça va être aussi le problème dans quelques temps. On en parlait là avec Grave sur le fait que les financeurs, comme Grave a eu son petit succès, ne veulent plus financer que ce genre de choses. Et je pense que si on ne fait plus que du genre avec de l'humour pour essayer d'ouvrir un peu plus aux autres, il va y avoir aussi ce risque que les financeurs vont plus tourner que vers ça et que dans le cinéma de genre en France, on va se retrouver plus qu'à faire cet hybride entre thriller, horreur, fantastique et toujours des notes d'humour pour désamorcer. Ouais. Je sais pas, j'espère pas. Enfin, en tout cas, dans l'histoire du cinéma, les années 80, le cinéma d'horreur s'est complètement effondré dans les années 80 et il s'est effondré en partie parce que il y avait justement ce côté, on a injecté énormément d'ironie. C'est quasiment le début du cinéma méta en fait, les années 80. Et le cinéma d'horreur a été vachement impacté par ça. Et vous prenez les films d'horreur du début des années 80 et les films d'horreur de la fin des années 80, il n'y a plus que quasiment que des parodies finalement à la fin des années 80. Ouais, même et les suites c'est sûr que c'est sûr que si l'humour prend trop la place, si le recul est trop important, ça ruine le genre premier qui est censé impliquer le spectateur, lui faire peur et tout ça. C'est extrêmement compliqué à doser en fait, ces choses-là. Je trouve que dans cette idée, justement, du fait que les années 80 ont un peu cassé ça, je trouve qu'un des exemples un peu phares, c'est de voir un peu le film culte d'horreur des années 90. Et moi, celui qui me vient en tête, c'est Scream. Et on est complètement dans un truc méta, qui est à la fois une comédie très noire et à la fois un slasher. De toute façon, le cinéma de Wes Craven, de manière générale, a évolué de plus en plus vers ça, pour après un peu s'effacer dans les années 2000 de façon compliquée. Ah bah oui, non, parce qu'il a commencé avec... Oui, le dernier Freddy était déjà méta, puisque ça se passait... Le dernier Freddy était déjà méta, tout à fait. Mais c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'effectivement, le premier film de Craven, en plus, c'est quasiment l'équivalent du torture porn 30 ans plus tard, quoi. La dernière maison sur la gauche, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement... premier degré, violent, offensif, les spectateurs avaient jamais vu ça. Toute cette période de 70, tous les massacres à la tronçonneuse, ce genre d'ambiance, le premier, la première version de La Colline à des yeux aussi, enfin, on est dans des ambiances poisseuses où on voit des ados qui n'ont rien demandé se faire massacrer. Tout à fait. Puis on s'est mis à apporter le côté un peu cynique des adolescents qui se moquent un peu de tout, et je pense qu'on est rentré par là. Et je trouve ça un peu dommage de me dire que peut-être ça va être de nouveau la solution pour rebooster le cinéma de genre. Et j'ai pas envie qu'on s'enferme là-dedans. Pour moi, les Américains, à l'heure actuelle, sont enfermés dans autre chose dans le cinéma de genre. On est un peu dans cette formule, malheureusement, avec le succès des films de James Wan, on est dans quelque chose une formule très déjà fatigante et usante de tous ces films d'horreur qui se ressemblent un peu tous aussi, quoi.
C'est possible. Après, moi j'ai l'impression qu'on voit surtout les productions Blumhouse Oui. qui sont assez. Bon, en même temps, c'est assez divers ce qu'il produit Jason Blum. Donc il y a beaucoup effectivement de films de genre assez génériques dans ce qu'il fait, mais il y a quand même des trucs assez intéressants. Moi, je le trouve assez intéressant le panorama du cinéma de genre américain en ce moment. Et on peut vraiment trouver des choses très singulières, très auteurs justement. Et l'exemple parfait pour moi, c'est Ari Aster, Hérédité. J'attendais que vous le Midsommar. disiez. Non, mais voilà. Parce qu'il a justement ce côté. Moi, je vois ces films comme et ça m'a rassuré d'ailleurs en lisant des entretiens. Lui, il a l'impression de faire des comédies noires. Et c'est effectivement ce que j'ai l'impression de voir quand je regarde ces films. Et en même temps, il fonctionne sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'en tant que film de terreur, il fonctionne hyper bien. Et en tant que comédie extrêmement, je sais pas comment dire, déroutante, gênante, il fonctionne hyper bien aussi. Ça, je trouve, voilà, ça c'est un réalisateur que je trouve très intéressant en ce moment. C'est un réalisateur qui divise beaucoup au sein de ce podcast, puisque moi je suis une fan absolue et Bruno est beaucoup moins fan. Mais je trouve qu'il apporte même une sorte de renouveau au film de genre, comme l'avait fait Jordan Peele un petit peu avec Get Out. Mais je trouve que Ari Aster, pour le coup, m'a vraiment procuré de nouvelles terreurs. Et c'est terreur que je m'étais pas un peu planquée comme ça au cinéma. Ouais, non, je suis assez d'accord. Et sur ce ton justement de malaise, de gêne, je trouve ça. Moi, je les ai vus en salle à chaque fois et les réactions du public dans ces films, voilà, il y a des gens qui ont peur et il y en a d'autres qui rigolent en même temps et ça crée une ambiance extrêmement particulière. J'aime beaucoup ça. Je voulais aussi, resserrer un petit peu autour de votre film quand même. Je voulais parler du titre. Diversion. Moi, j'y ai vu un peu une critique des médias. Je voulais savoir si comment vous l'aviez pensé, pourquoi Diversion? Alors, une critique, c'est peut-être un peu fort. En tout cas, ça vient de la maxime de Pierre Bourdieu, le fait divers, fait diversion. Après, c'était voilà. Alors Bourdieu, lui, quand il le dit, c'est extrêmement structuré et tout ça. Moi, le film part un petit peu sur le même principe et de toute manière, le film, en fait, on va pas déflorer, mais c'est aussi l'histoire d'une diversion. Après, le spectateur est libre d'associer ce qu'il veut sur le titre. S'il veut coller à l'intrigue, pour moi, ça fonctionne. Si après, il veut y voir une espèce de discours critique sur un état actuel des choses, il peut aussi le voir, mais sachant aussi que le film a été écrit dans une perspective absurde et inspiré par les surréalistes. Donc il faut prendre du surplomb, quoi. D'accord. Je me demandais comment vous l'aviez pensé. D'un point de vue un petit peu plus technique, parce que du coup vous avez fait du moyen métrage, du documentaire, vous bossez actuellement donc sur des longs. Comment on appréhende le court métrage? Comment vous lancez justement dans un... on l'appréhende. Je pense qu'on l'appréhende déjà mieux quand on a de l'argent. Mon premier moyen métrage avait très peu d'argent et ça a été un cauchemar total. Moi, pour celui-là, du coup, c'était un petit peu une sorte d'exorcisme. Fallait que j'arrive à le réussir celui-là, quoi. Et du coup, ça a été facilité parce qu'il a été assez bien financé, je dois dire. Donc après, finalement, on s'y prépare au mieux en ayant justement une bonne préparation. Et là, pour le coup, moi, j'ai eu la chance avec mes productrices Insolence d'avoir droit à une vraie belle préparation, c'est-à-dire sur un mois, où on a pu ne rien laisser au hasard pour que, une fois au moment du tournage, tout soit en place pour pouvoir, parce que dans tous les cas, il y a très très peu de temps de tournage. Donc il faut aller vite, il faut être efficace, donc il faut que les comédiens sachent où ils vont, il faut que chaque poste soit à sa place, que les effets spéciaux sachent ce qu'ils doivent faire, que les cascadeurs soient prêts, parce qu'en plus c'était court-métrage, mais avec pas mal d'effets spéciaux, des cascades, enfin il y avait des trucs assez compliqués quand même à gérer. Oui, et puis de tourner en extérieur aussi, souvent. Tourner en extérieur, en plein hiver, je sais pas si vous avez capté, mais on passe quand même de l'été à l'hiver, au printemps, machin, dans le film. On a tourné sur 5 jours, et le premier jour il a neigé, le deuxième jour il a plu, le troisième jour il a fait soleil. Comment on gère ça? Je pense que le truc, en fait, c'est à un moment il faut plus réfléchir. Après, moi, la chance que j'avais, c'était que le film étant dans une espèce de réalité un peu étrange, finalement, ces changements de climat, j'ai l'impression que ça m'a plus aidé qu'autre chose. Ouais, ça apporte quelque chose. Je pense que d'autres réalisateurs auraient complètement flippé d'un truc comme ça. On peut peut-être poser une dernière question par rapport à justement
les sélections en festival et justement cette sélection au sein de la fête du court-métrage, à savoir qu'est-ce que concrètement ça vous apporte et qu'est-ce que ça vous provoque, justement, cette diffusion au sein de festivals de votre film? Est-ce qu'on est plus proche des angoisses de se retrouver face à des publics qui, justement, ne sont pas sensibles au cinéma de genre ou c'est plutôt ce frisson de se dire que votre film va peut-être se propager massivement à travers la France? Alors, non, plus il y a de sélection, plus le film est vu, donc ça fait plaisir. Bien sûr. Parce qu'a priori, on fait quand même ça pour que les films soient vus. Après, non, c'est marrant. Moi, j'ai enchaîné l'année dernière 2 festivals coup sur coup. C'était Gérardmer, où le film a remporté le Grand Prix du court-métrage, et Clermont. Et alors, c'était très intéressant et assez amusant de voir la différence de réception entre Gérardmer et Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que Gérardmer, on est vraiment sur un public acquis au genre. Le public a complètement compris le film, la projection, c'était super. Les discussions avec les spectateurs, après, c'était super. Et de suite après, j'ai enchaîné avec Clermont, où là, on est sur un festival beaucoup plus généraliste, avec énormément de cinéma d'auteur et tout ça. Et alors, la réception n'a pas du tout été la même. Il y avait des réceptions très, très positives, mais j'ai aussi eu des retours extrêmement violents, justement, de gens qui n'avaient pas compris le ton du film. Et alors là, pour le coup, il y a même des gens qui m'ont fait le reproche de leur avoir fait du mal. Et j'étais là, il fallait partir, en fait. Après, j'ai essayé de leur expliquer que il était censé y avoir de l'humour, mais ils pouvaient pas comprendre qu'on pouvait rire avec des choses comme ça. Donc après, ça, je comprends. Mais à la limite, je me dis tant mieux, quoi. Eux, ça les a confrontés à une expérience à laquelle ils s'attendaient pas. Et puis moi, ça me confronte aussi à ce que les gens, en général, peuvent penser du cinéma que j'essaye de faire. Ça permet en fait de relativiser et puis surtout de prendre la température si après j'ai la chance de faire des longs métrages, quel risque d'être la réaction du public finalement. Voilà, on fait souvent ça, on fait souvent du cinéma ou n'importe quoi d'autre, enfin de l'art, je sais pas, pour communiquer aux autres. Bon, moi, je m'aperçois que mon mode de communication n'est pas forcément le plus sympathique pour le public. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrive à l'accepter et à y prendre du plaisir, finalement. Eh bien, en tout cas, nous, on va regarder d'un œil actif pour essayer de voir un jour ce long métrage arriver. C'est long métrage, puisqu'il y en a 2. Ouais, déjà le premier, tu es tout de suite impatiente. Parce qu'on est quand même très curieux de la suite vis-à-vis de... C'est vraiment le court métrage... Bon, on va pas le dire, hein, ça reste entre nous, mais je pense que c'est celui qu'on a préféré de cette sélection. Ah, c'est gentil. Parce que forcément, c'était nos sensibilités, quoi. Oui, aussi, tout à fait. Moi, Calvaire, c'est vraiment un film de chevet que j'arrive pas à conseiller aux gens, donc forcément, ça me parle. Mais ouais, on va regarder. Oui, on va vous suivre. Ouais, c'est un peu flippant, mais on va le faire. D'un œil actif. On vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu. Pour cette entrevue. Oui. On vous partagera le lien, on vous partagera tout ça par la suite si vous voulez. Avec plaisir. Si vous voulez nous entendre à nouveau. Faire votre éloge, mais c'est bien, c'est flatteur. Et puis, on vous souhaite bonne chance et bon courage pour la suite et pour ces projets qu'on espère aussi réussis que ce Diversion. C'est bon, il a raccroché. Ok, merci Joël 1. Tu reviens nous rejoindre très prochainement parce que vraiment Joël 2 il nous inquiète. Hein. Merci. Allez. Alors, on peut reprendre le cours normal de cette émission et il ne nous reste plus qu'un seul court-métrage qu'on doit aborder. Et je dirais que c'est peut-être le court-métrage qui a un des thèmes les plus actuels. C'est un court-métrage qui s'appelle Fais la mort de William Labourie. Alors pourquoi je dis que c'est un court-métrage qui est vachement actuel, c'est parce qu'il parle d'un truc, d'un sujet qu'on voit rarement dans les courts-métrages. Ce sont les youtubeurs. Et sur le coup, ça peut être surprenant. Je vous avoue que ça m'a un peu laissé pantois. Alors, ce n'est pas le sujet principal du court-métrage, mais en tout cas, un des personnages est youtubeur. Et en fait, c'est l'histoire de Tom, qui est un adolescent,
Et depuis quelque temps, il a peur de passer devant une maison, puisque il est un peu la victime d'un vidéaste, d'un youtubeur, qui fait des pranks sur Internet, qui peuvent s'apparenter à de l'humiliation envers le jeune Tom. Il a notamment été victime d'une attaque d'une arme spéciale qui est le patator, qui est un lance-roquettes qui tire des patates. Et ce qui est vachement intéressant avec ce film, c'est que quand je vous le pitch comme ça, on a l'impression que je suis en train de vous parler d'une comédie. Et pas du tout. On est face à un film assez sérieux sur l'angoisse qui peut être créée par ce que les Américains appellent un bully, un peu une sorte de bourreau qu'on a tous peut-être connu au lycée ou au collège. Et c'est l'histoire de cet adolescent qui a peur de faire face à son agresseur en soi. Et il va se passer quelque chose qui va l'amener à peut-être se diriger dans l'antre, justement, de son agresseur. Et on ne sait pas ce qui va se passer, sauf si vous regardez le court-métrage, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce cours, qui est assez concis, hein, il fait moins de 10 minutes. Pour le coup, on est vraiment dans un court-métrage. On est juste vraiment sur cette situation initiale où on voit le gamin victime de cette première, en tout cas pour nous, mais on comprend que c'est déjà pas le premier piège dans lequel il tombe. Et sur l'humiliation qu'il ressent, et sur cette... je trouve que le film est vraiment efficace parce qu'on comprend cette crainte immédiate de repasser devant cette maison alors qu'il est un peu obligé d'y repasser très régulièrement. Alors c'est très difficile sur un très très court métrage comme ça d'en parler sans trop divulgacher la trame, mais je trouve que... je trouve qu'il y a quelque chose d'assez touchant et intéressant dans la conclusion. Alors on peut difficilement en parler, on évite quand même le spoil dans cette émission, mais il y a un ressort scénaristique, il y a un élément scénaristique assez surprenant. Alors je rappelle, on n'est pas dans une comédie, hein, ne vous attendez pas à quelque chose de joyeux et festif, mais il y a vraiment une fin que j'ai trouvée vraiment touchante. Ça m'a vraiment bien plu. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce fait le mort. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur la mise en scène que j'ai trouvé vraiment superbe. J'ai aimé les comédiens. Je n'ai pas souvenir de les avoir vus dans d'autres cours, donc... Et c'est vraiment porté par un duo d'acteurs, enfin en tout cas à mon sens. Et non, j'ai bien aimé tout le suspense qui se dégage aussi de ce cours. Voilà, vraiment ça a été une jolie surprise. J'ai vraiment aimé. Au fur et à mesure, j'étais encore plus prise dedans. En fait, c'est du suspense créé par une fausse simplicité. Exactement. Il y a vraiment le principe de départ est assez simple, tout est assez simple, mais la mise en scène est beaucoup plus fine que ce qu'on imagine parce que la tension, elle est là en fait. La tension, elle est réellement là. Avec une nouvelle fois un pitch à partir duquel on aurait pu faire quelque chose de comique, hein, quelqu'un qui est sans cesse victime d'inventions foireuses. D'un autre, c'est tout le principe de Gaston Lagaffe par exemple, tu vois, enfin non mais tu pouvais en faire quelque chose de comique et vraiment ils sont partis dans quelque chose de très intéressant. Joël, quelque chose à ajouter? Non, ou pas du rien tout? à dire Tu de as le droit plus. de dire pas du tout. Merci Joël. Voilà, c'était le programme qu'on a eu l'occasion de voir. Donc je rappelle, c'est le programme Même pas peur. Donc j'espère que vous aurez la chance de pouvoir voir ces courts-métrages. Ils sont aussi, pour certains, disponibles en VOD, donc vous pouvez, moyennant quelques menus monnaies, pouvoir accéder à ces courts-métrages, et on vous invite à le faire. On vous invite aussi à regarder tous les autres... tous.
il faut quand même du temps, mais quelques-uns des programmes de cette fête du court-métrage, il y a plein de jolies choses ailleurs, même si on les a pas vus, on peut le dire, parce que le court-métrage est vraiment un format auquel je suis assez sensible, parce que c'est un format qui permet la créativité, la liberté, et puis on peut, en dehors de l'argent, on peut un peu se permettre de tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, Oui, on peut beaucoup expérimenter ouais. avec le cours. Et c'est ça qui est agréable. Et que même un court-métrage qu'on n'a pas forcément apprécié, on peut quand même y tirer 2-3 éléments très intéressants. Donc on vous invite, même si vous ne pouvez pas participer malheureusement à cette fête du court-métrage, à regarder du court-métrage, à vous renseigner autour de vous pour savoir où pouvoir assister à des programmations. Il y a plein de soirées du court-métrage en dehors qui se créent. Il y a plein de choses à faire autour du court-métrage. Et c'est pour ça qu'on salue aussi ce genre d'événement qui est créé pour justement la mise en valeur d'un format qui n'est pas toujours facile d'accès dans le sens facile à trouver, facile à voir. Donc on salue ce genre d'événement, on privilégie la fête du court-métrage parce qu'ils nous ont contactés, mais il y a plein d'autres événements, il y a plein de moyens de découvrir le court-métrage en France, et nous saluons toutes ces initiatives. Un petit dernier mot pour conclure cet épisode ? Moi, j'aimerais remercier du coup Vanessa Frochen qui a fait le lien entre nous et les réalisateurs, et toute l'équipe de la fête du court qui a été adorable avec nous et qui abattent un travail monumental pour pouvoir mettre en valeur le court, et du coup je leur souhaite le meilleur, et merci à Félix Moati aussi qui nous a bien reçus, et il y a un autre parrain mais marraine sur la fête du court qui est Clémence Poésie. Donc je vous encourage aussi à aller lire leurs différentes interviews autour de la fête du court, et d'aller visiter le site internet pour avoir plein d'infos sur d'autres séances, d'autres programmes, et voilà. Merci, on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Éteindre dès la lumière. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelle société nous nous trouverons. On ne sait même pas si les cinémas auront à nouveau ouvert leurs portes. On sait pas, on ne sait pas dans quoi on se lance. On espère qu'on va quand même savoir vous divertir, vous amener à quand même consommer du cinéma, à consommer de la création cinématographique. On a aussi des idées de petites créations qui pourraient apparaître d'ici quelques prochaines semaines, afin de partager un peu plus tous ensemble notre amour du cinéma. Mais pour ça, on vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tutti quanti, mais surtout à venir nous rejoindre sur Discord, parce qu'il se passe des choses sur Discord. Vous n'étiez pas là à la soirée des Césars. Eh ben nous y étions, grâce au Discord. Je vous souhaite bon courage, belle vie, et à très bientôt. Salut. C'est l'hymne d'éteindre la lumière. On va peut-être mourir, mais c'est pas grave, on est fiers. Le cinéma, toujours debout. Les courts-métrages, c'est vraiment chou. Parce qu'il fallait que je rime avec debout.